Bien, bonsoir à toutes et à tous. Certains s'inquiètent de ne pas nous entendre, c'est normal puisque nous ne parlions pas. Donc, nous commençons à parler. J'espère que là, pour le coup, tout le monde nous entend. Donc, je suis Alain Pariante, le directeur adjoint du département droit et transformation sociale, et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce 11e webinaire. Donc, remercier évidemment Clémence Boineau, qui est la cheville ouvrière de ces webinaires, qui en fait beaucoup pour à la fois leur création et leur maintien et la continuation. Merci évidemment à tous les intervenants qui sont présents. Merci par leur intermédiaire au centre de recherche. Alors ici, évidemment, le CRDEI, l'IRM qui sont représentés, mais évidemment aussi tous les centres de recherche du département, puisque le département droit et transformation sociale, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un département qui regroupe l'ensemble des centres de recherche en droit et en sciences politiques et qui vise à structurer la recherche sur des thématiques qui sont des thématiques communes. Et donc, ces webinaires participent très largement à cette logique-là, participent à cette logique de rapprochement, de structuration et, pour le coup, ici, d'ouverture à la société civile, d'ouverture aux citoyens. Et ces webinaires citoyens, ils sont démarrés, on en parlait tout à l'heure, dans des conditions un peu toujours sur des sujets difficiles, délicats. Et celui-ci ne fait pas exception, puisque la question qui va être traitée par nos spécialistes, c'est limiter l'impact des banques sur le climat, réalité ou utopie, qui est une question évidemment qui, derrière, amène beaucoup d'autres questions sur le dérèglement climatique, sur les transitions écologiques, à l'heure aujourd'hui où on a beaucoup d'incertitudes, la COP28, sur les résultats qui pourront être donnés. Finalement, on a cette question de la place des banques. Alors les banques, on en entend parler finalement de façon peut-être en lien avec le financement de la transition écologique. On parle notamment des fonds verts récemment, mais là, on verra aussi d'autres aspects, en quoi les banques elles-mêmes peuvent agir, agissent-elles suffisamment ou pourraient-elles agir plus? Donc, on va évidemment parler de tous ces sujets avec des spécialistes et je ne vais pas m'étendre plus longtemps et je vais laisser tout de suite la parole à Clémence qui va pouvoir vous présenter l'ensemble des participants et le déroulement de ce webinaire. Donc en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée à tous et un bon webinaire. Mesdames, Messieurs, merci, bonsoir. Et donc, comme l'a dit Alain, bienvenue à ce 11e webinaire citoyen organisé par le département droit et transformation sociale de l'Université de Bordeaux. Et il s'agit du deuxième de cette année 2023-2024. Donc, le thème que nous allons aborder ce soir, en cette dernière journée de la COP28 à Dubaï, sera donc limiter l'impact des banques sur le climat. Est-ce une réalité ou une utopie? Donc, une prise de conscience collective a eu lieu ces dernières années sur l'importance de la transition écologique et la nécessité de changer nos modes de consommation pour préserver notre planète. Ainsi, le sixième rapport du GIEC, qui a été publié en mars 2023, rappelle cette triste réalité et alerte une fois de plus sur les conséquences des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues aux activités humaines. La température de la surface du globe s'est déjà élevée de 1,1 degré Celsius par rapport à la période pré-industrielle, pardon. Donc la période pré-industrielle, c'est-à-dire par rapport à 1850-1900. Et si nous continuons à ce rythme-là, le rapport prévoit un réchauffement de 3,2 degrés Celsius en 2100, ce qui aura des conséquences, comme vous en doutez, sur la santé, l'accès à l'eau, l'agriculture, la biodiversité, la météo, et rendra invisibles certaines régions de la Terre. Donc, pour limiter ce réchauffement à 1,5 degré Celsius ou 2 degrés Celsius, le GIEC insiste sur la nécessité de ramener ses émissions mondiales nettes de CO2 à zéro et de réduire fortement les autres émissions de gaz à effet de serre comme le méthane. Selon le Global Carbon Project, cet objectif n'est déjà à l'heure actuelle plus atteignable. Donc spontanément, pour répondre à ces recommandations, nous pensons à des actions concrètes à notre échelle de citoyens, comme réduire sa consommation de viande et manger local, éviter les déplacements en avion,
favoriser les transports en commun, limiter sa production de déchets. Mais ces petits gestes ne seront pas suffisants sans des décisions politiques fortes qui transforment nos sociétés. Et c'est justement tout l'enjeu de ces COP où nos gouvernements négocient des accords climatiques. Cependant, il existe un secteur qui est peu connu du plus grand nombre et qui a un impact important sur le climat, et c'est tout l'objet du webinaire de ce soir, c'est-à-dire le secteur bancaire. En effet, les banques investissent et financent massivement les énergies fossiles, et c'est par ce biais que c'est un poste important d'émissions de CO2. Donc, certaines associations se sont emparées du sujet pour dénoncer l'impact de ce secteur sur l'environnement, et c'est le cas d'Oxfam, Notre Affaire à tous, les Amis de la Terre, qui ont assigné en justice BNP Paribas en fin février 2023 pour non-respect de la loi sur le devoir de vigilance. C'est une loi qui contraint les multinationales à respecter les droits humains et environnementaux. Donc, ce sujet a été proposé par Madame Emilia Ngoami, doctorante en droit de l'environnement au Centre de recherche et de documentation européenne et internationale, donc le CRDI, de l'Université de Bordeaux. Et Madame Emilia Ngoami est surtout présidente d'Oxfam, Oxfam que je viens de mentionner précédemment. Donc, elle est présidente depuis octobre 2023 et c'est à ce titre-là qu'elle interviendra ce soir. Donc, pour l'accompagner du côté universitaire, nous aurons le plaisir d'écouter aussi Monsieur Carlos Manuel Alves, qui est maître de conférence en droit européen de l'environnement au même laboratoire, le CRDEI, et Monsieur Gauthier Simon, qui est doctorant en sciences politiques à l'Institut de recherche Montesquieu, l'IRM. Enfin, comme lors de chacun de ces webinaires, nous avons à cœur de faire intervenir des membres de la société civile. Et nous avons la chance parmi nous d'avoir ce soir Madame Garance Laurent, qui est analyste ISR à Goodvest, qui est une start-up fondée en 2020 d'épargne responsable, alignée sur l'accord de Paris en matière de climat. Comme on l'a dit précédemment, les intervenants de ce soir aborderont donc les conséquences des banques sur l'environnement, les solutions apportées par de nouvelles structures engagées en faveur de la transition écologique pour limiter cet impact, et nous analyserons aussi les modalités et justifications du militantisme écologique. Donc, pour les spectateurs, vous pouvez poser, si vous voulez, vos questions dans l'onglet Q&R tout au long du webinaire, et après les interventions, nous tâcherons d'y répondre au mieux tout à l'heure. Donc, sur cette introduction, je vais passer la parole à Monsieur Gauthier Simon. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc ma communication ce soir se demandera s'il n'y a pas sur le cas des mobilisations des scientifiques contre l'inaction des climatiques des banques, une confusion entre légitimité militante et légitimité scientifique. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer de voir dans cette courte présentation. Donc, je vais vous citer un discours d'une scientifique interrogée dans le cadre de mon travail de recherche et qui a participé à une action de désobéissance civile en 2019 qui visait la Société Générale. On a empêché les salariés d'aller travailler ce matin-là en bloquant physiquement les portes. J'avais comme rôle de faire médiateur, d'expliquer aux gens pourquoi ils ne pouvaient pas aller travailler, quel était le sens de notre action et de notre message politique pour essayer de calmer le jeu, pour que les salariés ne se sentent pas personnellement visés et qu'ils comprennent un peu la démarche. Voilà des actions un peu fortes que clairement j'aurais pas faites à 18 ans, mais qui ont été le fruit d'un long processus. Le fruit d'un long processus, donc c'est en cela que ce discours d'enquêter s'inscrit dans notre thèse en sciences politiques qui vise à faire une comparaison entre conversion religieuse et conversion écologique, notamment dans la manière dont l'écologie prend aujourd'hui un cheminement individuel qui est moins politique à certains moments qu'existentiel. Et donc pour étayer cette tentative d'analogie religieuse, on a mené plus de 70 entretiens avec des militants, individus écologistes ou non. Euh, D'abord, le profil qui était ceux des étudiants qui ont signé la tribune en novembre dernier, dans laquelle des étudiants de grandes écoles s'engageaient à ne pas travailler pour la BNP si jamais elle ne changeait pas sa politique d'investissement. Donc ça, c'était plus une dialectique qu'on a déjà interrogée dans un dernier webinaire sur la crise écologique entre éthique de responsabilité et éthique de conviction face à la crise écologique. Néanmoins, toujours pour rester pas trop loin de la BNP, on va ce soir s'intéresser davantage à des scientifiques écologistes qui se sont engagés dans des actions de désobéissance civile qui visaient la BNP en mai dernier.
Et c'est là, toujours dans une approche weberienne, qu'on va interroger la notion de légitimité. Alors, la légitimité, selon Max Weber, il la définit sociologiquement comme la croyance en la légitimité d'un pouvoir donné, d'une domination, car il y a toujours un élément subjectif pour avoir une forme de pouvoir, qu'il soit politique ou scientifique. Donc, pour recontextualiser, en mai dernier, plusieurs dizaines de scientifiques se sont mobilisés un peu partout en France, dans le collectif Scientifiques en Rébellion, pour mener des actions de désobéissance civile contre la BNP, notamment vis-à-vis ce qu'on appelle des bombes climatiques, et voilà, dans différentes agences bancaires. Donc le collectif Scientifiques en Rébellion est la branche française de Scientific Rebellion, qui a été créée à la suite de positions publiques de scientifiques face à l'inaction scientifique, et qui, vous l'aurez sans doute compris, s'inspire d'Extinction Rébellion. Quelques rappels très rapides sur la désobéissance civile en matière d'écologie. Donc, le profil des militants, ce sont souvent des primo-militants anxieux qui transgressent plus par innovation que par rupture les répertoires d'actions traditionnels en matière de militantisme écologique, avec un mélange entre savoir universitaire, altermondialisme, mouvement écologiste, pour des profanes qui n'étaient souvent pas familiers du mouvement militant. Et donc, en fait, le but de ces actions de désobéissance civile est de créer un mouvement de masse avec une rupture symbolique avec d'autres acteurs du mouvement climatique, notamment Greenpeace pour les débuts d'Extinction Rébellion, en s'inspirant de la théorie des 3,5% de la population, qui sont parfois nécessaires pour enclencher un changement social. Et là, il y a eu un effet de cycle des mobilisations qui s'est un peu essoufflé avec Extinction Rébellion, et qui, avec des collectifs comme Just Stop Oil, qui a repris le flambeau en octobre 2022 avec une action assez médiatique vis-à-vis de la Banque d'Angleterre, et qui a un côté un peu plus solennel, pardon, et moins festif par rapport à Extinction Rébellion. Donc dans cette présentation, comme on est en sciences politiques, pas en économie, pas en droit, il sera moins question du fond de la mobilisation militante vis-à-vis de l'inaction climatique des banques, qu'aborderont davantage les autres intervenants de ce webinaire, que de la forme de cette mobilisation, en interrogeant les différentes formes de légitimité qui sont en jeu dans ces actions, entre légitimité militante, scientifique et politique. On va d'abord voir, dans un premier temps, comment les scientifiques mobilisés par des processus de politisation sortent du paradigme de la neutralité en s'appuyant sur leur légitimité scientifique. Dans une seconde partie, néanmoins, on va présenter comment leur légitimité scientifique qu'ils présentent comme objective par des constats scientifiques incontestables, il y aurait peut-être l'écueil d'oublier la part de croyance et de subjectivité que comporte toute forme de légitimité, qu'elle soit politique ou scientifique. Mais commençons par la sortie de la neutralité, par la politisation de la légitimité scientifique. Il conteste ce paradigme de la neutralité scientifique, avec notamment la critique d'une science amorale. Donc, les scientifiques interrogés dans le cadre de notre travail de thèse disaient qu'il y avait un aspect amoral de leur discipline, qui s'intéressait, je cite, aux ressources environnementales, mais sans prendre en compte les raisons qui précédaient ce choix. Et donc, ils se plaignaient d'une forme de schizophrénie dans leur travail universitaire. Et par cette schizophrénie qu'il dénonce, il y a ce qu'on pourrait appeler une forme de politisation, c'est-à-dire une transgression de frontières entre des activités qui étaient auparavant séparées. Donc là, en l'occurrence, une activité scientifique d'une activité plus politique. Donc, ce qui correspond à un mélange des genres, pour reprendre la définition de Jacques Lagroix. Et puis, avec cette politisation du discours, s'ensuit une politisation des actes, et ce qui revient en fait à un alignement entre, d'une part, la sphère scientifique, et d'autre part, la sphère personnelle et militante. Et par le processus de conversion écologique qu'on étudie ici, on retrouve ce qu'on pourrait appeler une forme d'intégralisme écologique dans la manière dont le référent écologique recouvre progressivement pour ces scientifiques tout le domaine de l'existence humaine. Et l'intégralisme écologique intensifie la conversion écologique et exacerbe le besoin d'actions concrètes pour atténuer cette dissonance cognitive. Et ce qui mène, on va le voir, à des actions coup de poing en matière de désobéissance civile par rapport aux banques. Donc toujours cette même enquêtée qui a participé à cette action en 2019, elle dit que le but était de, je cite, générer une honte médiatique, et elle cite l'exemple
du Bob l'éponge qu'ils avaient mis en scène, qui venait nettoyer la Société Générale de ces, je cite, de ces énergies sales, et ça a fini par fonctionner. BMP a fini par prendre des engagements sur la réduction de ses investissements dans ces énergies sales. Et par le recours de ce qu'on appelle couramment la fenêtre d'Overton, qui vise à introduire un sujet dans le débat public, quitte à choquer, mais pour que le sujet ensuite s'installe dans le débat et soit mis à l'agenda politique. Ces scientifiques se fondent sur leur légitimité scientifique pour interpeller, voire attaquer la légitimité politique des gouvernants et des banques. Et donc on va voir là, dans une seconde partie, comment il y aurait un caractère contre-intuitivement subjectif de la légitimité scientifique. Donc là, les scientifiques qui s'engagent dans des actions de désobéissance civile, que ce soit contre la BNP ou contre la Société Générale, remettent en cause ce principe de neutralité et donc d'un savant qui devrait se détacher de ses valeurs originelles pour rester neutre, libre de toute valeur, pour reprendre la définition de Max Weber. Néanmoins, le constat sur lequel ils fondent leur action militante interroge, parce que pour Scientific Rebellion, c'est "The science is clear, but the world is still ignoring it". Ça veut dire que finalement, la science est claire et que celui qui mettrait à distance ces vérités scientifiques ne serait que dans le déni. Et donc, on a l'impression de retrouver une certaine vision mécanique du changement social. Pour dire les choses autrement, si les gens prennent conscience et prennent connaissance des constats scientifiques sur le changement climatique, ils doivent rationnellement, mécaniquement changer. Et donc l'inverse serait irrationnel et consisterait en une mise à distance de vérité scientifique et donc d'un déni climatique. Et pour nous, pour sortir un peu de ce paradigme mécanique du changement social, parce qu'on est quand même en sciences politiques, on a trouvé utile le retour à la légitimité de Max Weber comme croyance. Parce que l'autorité, qu'elle soit scientifique ou politique, comporte, on l'a dit, une part de subjectivité, d'adhésion. Parce que comme le rappelle Raymond Aron dans la préface de Max Weber, Le savant et le politique, nous ne sommes jamais moralement contraints d'aimer ce que la science nous annonce. Et donc, ça paraît contre-intuitif, mais ça montre à quel point on est encastré dans le paradigme moderne et positiviste, et que l'inaction individuelle face à la crise écologique ne doit pas être vue seulement par le prisme de l'irrationalité, mais par l'incertitude, mais plutôt par la croyance, pardon, si on reprend ce qu'écrit l'historien François Hartog à ce sujet. Et pour nous, ça nous confirme dans la tentative de passer par l'analogie religieuse pour comprendre le changement par la conversion écologique, voire par l'anthropologie du religieux, pour étudier ce rapport individuel à l'écologie. Et en conclusion, les scientifiques, notamment en sciences dures, ne sont pas des populations habituellement très politisées, ni très militantes par ailleurs. D'où la nouveauté du phénomène social que sont ces conversions écologiques de désobéissance civile à l'égard des banques à partir de constats scientifiques. Aujourd'hui, alors qu'une part grandissante de la population française se considère comme climato-sceptique, qui frôle aujourd'hui les 40%, il est important que pour des actions militantes, ici contre les banques, de scientifiques qui, au nom d'une légitimité scientifique objective, il faut rappeler la part de subjectivité, de croyance que comporte le changement social en matière écologique. Parce que s'il y a une forme de confusion à certains moments entre légitimité scientifique et légitimité militante, ça pourrait s'avérer contre-productif à l'échelle de la société en matière d'acceptabilité sociale de la transition écologique. Avec d'une part une politisation de la légitimité scientifique, ce qu'on retrouve avec Sandrine Rousseau à l'été dernier à propos des 60 degrés en Espagne, ce qui était faux, et par ailleurs une dépolitisation de la légitimité scientifique, ce qu'on a retrouvé il y a quelques semaines avec Clément Beaune, qui a quelque part mis à l'écart les scientifiques dans le débat sur le projet autoroutier de l'A69. Et par ailleurs, on doit rappeler les suspicions permanentes qui existent par rapport au GIEC et dans l'ambiguïté qu'il y a parfois dans le rapport aux gouvernants qui interviennent au cours du processus d'élaboration du rapport du GIEC. Et ces enjeux sont primordiaux dans la transition écologique de la société. D'autant plus que si on se reporte à une enquête de l'IFOP au début de l'automne, l'Union européenne est considérée comme le deuxième échelon
après l'échelon national et avant les échelons locaux, dans lequel les Français font le plus confiance en matière de transition écologique. Et l'Union européenne, c'est ce qu'on va évoquer dans la prochaine présentation. Merci à tous de votre écoute. Merci beaucoup, Gauthier, pour ce timing parfaitement respecté. Donc maintenant, la parole est à Carlos Manuel Alves. Et Carlos, pour commencer, une petite question. Pouvez-vous nous dire ce que fait l'Europe à ce sujet? Merci. Merci Clémence, merci à Gauthier pour ce teasing. Que fait l'Europe à propos de la limitation de l'impact des banques sur le climat? La tentation est forte de penser que les banques passent l'environnement par pertes et profits, si je puis dire. Qu'estomper les atteintes à l'environnement est utopique, pour reprendre l'intitulé du webinaire. A priori, entre les banques et le climat, il semble légitime de se demander qui risque la banqueroute le premier. En d'autres termes, le verre paraît à tout le moins à moitié vide. En novembre 2022, un consortium de médias européens a mis en exergue que près de la moitié des fonds européens classés super verts investissaient dans au moins un actif non soutenable, c'est-à-dire en matière d'énergie fossile notamment. Plus récemment, le 22 novembre dernier, une étude commanditée par une ONG britannique portant sur les 20 plus grands établissements bancaires de l'Union européenne montrait qu'aucune donnée ne permettait de vérifier si leurs investissements, entre guillemets, verts, participaient réellement à la transition écologique. Est-il utile de rappeler que plus de 400 bombes climatiques bénéficient du soutien total, si je puis dire, de grandes banques, dont des grandes banques françaises, et Emilia évoquera cette question un petit peu plus tard, comme par exemple BNP Paribas. Alors face à ce tableau assez sombre, il convient de souligner que l'Europe tente de démentir cette impression de greenwashing de la part des banques dans le cadre de son Green Deal adopté en 2019. L'Europe cherche à convaincre que la logique de rentabilité à court terme doit laisser la place à une vision à long terme. Étymologiquement, c'est imparable puisque Europe signifie voir loin. S'agissant d'utopie, de banque et d'environnement, l'Europe est bien placée ou à tout le moins très concernée. C'était une rencontre inévitable en somme. Utopie, l'idée d'Europe en est une, appelée de ses voeux par Stefan Zweig ou encore Victor Hugo, même si d'aucuns la considèrent comme une dystopie aujourd'hui. En tout cas, un grand marché assez indifférent à la nature et à la nature humaine. Le secteur bancaire, est-il utile de rappeler le rôle de l'Europe en matière d'union bancaire? Depuis notamment la crise des subprimes en 2008, l'Union européenne a tenté de mettre en place cette union bancaire. Et donc l'Europe est particulièrement bien placée pour agir en matière d'environnement des banques et d'environnement tout court. L'environnement, justement. L'Union européenne a cherché depuis toujours a toujours cherché à endosser un rôle de leadership climatique. On le constate encore lors des derniers développements de la COP28 avec ce refus du premier projet de la présidence émirati, très décevant du point de vue des énergies fossiles. Le pari que fait l'Europe est de muer et de métamorphoser une source de pollution, une source indirecte de pollution, le secteur bancaire, en solution. Passer de la pollution à la solution, tel est le pari que fait l'Europe à propos de son action en matière de secteur bancaire. Permettez-moi une citation d'Al Gore, le co-lauréat du prix Nobel de la paix en 2007 avec le GIEC, pour son action militante, comme pour faire écho aux propos de Gauthier, son action militante en matière de lutte contre le changement climatique. Al Gore, je vous le rappelle, c'était l'ex-futur président des États-Unis, qui donc a pu dire, je cite, « Les marchés distribuant plus d'argent en une heure, les marchés financiers bien évidemment, distribuant plus d'argent en une heure que les gouvernements du monde entier ne le font en un an, nous devons trouver le moyen de recourir à l'énergie et à la vitalité du marché pour nous aider à réduire les émissions de CO2. » 2007, cette année-là, le bras armé financier de l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, avait émis sa première obligation verte. L'Union européenne, donc souvent qualifiée pourtant d'Europe du marché, est particulièrement friande de cette approche qui consisterait à verdir
le secteur bancaire à intégrer l'environnement dans le fonctionnement du secteur bancaire. Il s'agit en somme de faire en sorte que le fort soit juste, c'est-à-dire les marchés financiers, le secteur bancaire, utiliser la force de l'adversaire pour le vaincre, comme dans certains arts martiaux. Cette idée est assez ancienne, hein, elle est aussi ancienne que le droit de l'environnement, puisque le rapport Meadows, intitulé Halte à la croissance, je ne vous infligerai pas mon accent britannique, le rapport Meadows faisait déjà référence à la finance verte en 1972. Dans le sillage de l'accord de Paris, dont on fête aujourd'hui les 8 ans, un bien triste anniversaire d'ailleurs, cette thématique a connu un regain d'actualité. Un changement de climat, en somme, semble se dessiner dans le secteur bancaire. En témoigne l'adoption d'un plan d'action pour une finance durable par l'Union européenne le 8 mars 2018. L'Europe cherche à se muer en Pygmalion du secteur financier afin de rendre verte la main invisible des marchés financiers. Pour ce faire, elle fait preuve d'empathie systémique, c'est-à-dire que le droit produit par l'Union européenne cherche à intégrer la logique du système bancaire, du système économique, et d'orienter ainsi ce sous-système. Cette empathie systémique donc, consiste à convaincre plutôt que contraindre. Cette démarche revêt deux facettes. Une facette normative, législative, qui est assez attendue puisque l'Europe est une construction juridique. Mais s'agissant de réguler des banques, une banque peut en cacher une autre. Et derrière les multiples banques qui existent en Europe se profile la banque des banques, comme toute banque centrale, à savoir la Banque centrale européenne. En effet, la Banque centrale européenne a décidé l'an dernier, durant l'été, peut-être un lien de cause à effet avec la canicule, mais en tout cas, durant l'été 2022, la Banque centrale européenne a décidé enfin de prendre en compte le climat dans l'ensemble de ses actions. Pour cela, la BCE s'attaque à trois volets: les obligations d'entreprise, les garanties fournies par les institutions financières et enfin sa politique d'évaluation des investissements. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Sur le plan normatif, l'Union européenne a développé une action dans deux directions: informer et responsabiliser. Informer. L'Union européenne recourt à ce que les économistes appellent la régulation par l'information. Si les acteurs financiers, si les banques sont mieux informées, elles pourront prendre des décisions plus éclairées. Inch'Allah. À cet effet, l'Union européenne a adopté plusieurs lois, plusieurs textes juridiques. Nous en retiendrons deux pour respecter le timing imparti. Un premier texte qui concerne directement le secteur financier, un autre qui a des répercussions sur ce secteur, bien qu'ayant un objet plus large. L'Union européenne a adopté un règlement le 27 septembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité, c'est-à-dire protection de l'environnement, les droits humains, la dimension sociale. Donc, publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. C'est donc une forme de reporting spécifique au secteur financier. L'Union étant confrontée de manière croissante aux conséquences catastrophiques du changement climatique, elle a considéré urgent d'agir pour mobiliser les capitaux non seulement aux moyens de politique publique, des moyens donc qui résultent des deniers publics, mais aussi des moyens, des flux financiers qui résultent des flux privés. Dès lors, les acteurs des marchés financiers sont tenus de publier des informations spécifiques concernant la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité de leur activité. L'Union européenne, d'ailleurs, insiste de manière révélatrice sur les avantages financiers, sur les dividendes, si je puis dire, que peuvent retirer les banques de la prise en compte du risque climatique en parlant le langage des banques, en mettant l'accent sur les risques financiers qui peuvent découler du risque climatique. Ceci pose question, on pourra peut-être y revenir dans le cadre du débat. Autre texte, l'Union européenne a élaboré une classification des activités durables, des activités respectueuses de l'environnement dans le cadre du Green Deal. Il s'agit du règlement taxonomie du 18 juin 2020, adopté dans le cadre du Green Deal. Ce texte, donc, cherche à définir ce qu'est un investissement durable afin de faciliter la réorientation des flux financiers du marché vers ces activités plus respectueuses de l'environnement. Voilà pour l'information. Je termine en évoquant la responsabilisation que recherche l'Europe.
L'Europe est en train, en ce moment même, depuis quelques semaines, d'élaborer une directive sur le devoir de vigilance des entreprises multinationales. Dans une logique préventive, les sociétés concernées ont l'obligation d'établir un plan de vigilance destiné à identifier et à prévenir les risques pour l'environnement, les droits humains, la santé notamment, qui pourraient résulter de l'activité de ces grandes entreprises, comme par exemple Total en France, mais aussi de leurs filiales ou de leurs sous-traitants. Tout l'enjeu du débat en ce moment même au Parlement européen, notamment, mais aussi entre les États, dans le cadre du Conseil de l'Union européenne, est de déterminer si le secteur bancaire en fera partie ou non. Il y a un fort lobbying du secteur bancaire pour être exclu de cette directive sur le devoir de vigilance. Toutefois, quand bien même le secteur bancaire serait exclu, il n'est pas à rejeter l'idée que des effets indirects pourraient se faire sentir sur l'activité bancaire. On peut d'ailleurs mentionner la loi française qui sert d'inspiration à la directive européenne, la loi dite Rana Plaza, suite à ce tragique accident donc, au Bangladesh en 2013, qui a donné lieu à une loi française en 2017 qui consacre ce devoir de vigilance et qui a permis récemment de condamner La Poste pour manquement à son plan de vigilance en matière de traitement des travailleurs sans papier par des sous-traitants. Mais je n'en dis pas davantage, ce sera certainement beaucoup mieux évoqué par Emilia dans quelques instants. Et donc, ce que montre cette loi française et ce que pourrait produire comme effet le projet de directive européenne, la directive européenne en discussion en ce moment même, c'est que de la responsabilisation à la responsabilité, il n'y a qu'un pas. Et montrer aux acteurs du secteur bancaire que du risque financier au risque contentieux, il n'y a aussi qu'un pas. Rien n'interdit d'ailleurs d'imaginer le recours de la société civile aux juges européens, au singulier, mais aussi au pluriel, les juges nationaux. Rappelons que le juge néerlandais est en pointe bien souvent sur les questions de contentieux climatique. Tout le monde connaît la fameuse jurisprudence Urgenda qui a condamné le Royaume des Pays-Bas, mais on peut évoquer également la condamnation de Shell pour sa responsabilité climatique. Donc les entreprises multinationales, rien n'interdit de penser que le secteur bancaire, les grandes banques pourraient être également interpellées par ce biais-là, de manière directe ou indirecte à travers leur concours à des projets pétroliers comme ceux de Shell ou comme ceux de Total. Et Shell avait d'ailleurs été condamné sur le fondement des droits humains et de l'obligation de diligence. On revient peu ou prou à cette question du devoir de vigilance. Et donc, puisque j'évoque le risque contentieux, c'est une transition, je pense, toute trouvée pour l'intervention d'Emilia, même si Clémence le fera beaucoup mieux que moi. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Carlos. Alors, niveau transition, je ne vais pas redire beaucoup plus que toi. Je vais juste te rappeler avant que vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas dans l'onglet Q&R. Nous y répondrons à la fin. Donc, merci. Donc, nous allons bien passer à l'intervention d'Emilia. Donc, Madame, pourquoi Oxfam a choisi d'attaquer la BNP et pas une autre banque? Oui. Merci beaucoup Clémence et merci pour cette très très bonne transition Carlos. Pourquoi la BNP? D'abord, je voudrais remercier Clémence pour la coordination de ce webinaire puisque Merci. si on mène des procès, pour nous, ce n'est pas seulement agir en justice, c'est aussi sensibiliser le grand public et c'est aussi l'intérêt de ce webinaire et du département de transformation des sciences sociales. Quel est le rôle des banques? D'abord, pour venir sur le rôle des banques, les banques jouent un rôle très important dans l'aggravation des changements climatiques et des dérèglements climatiques. Pourquoi? Puisque lorsque vous mettez de l'argent à la banque utilise votre argent pour soutenir des entreprises, pour vous soutenir vous-même ou des États. Et la plupart des projets que l'on critique, ce sont les projets émetteurs de gaz à effet de serre et particulièrement les nouveaux projets. Donc c'est via notamment l'épargne que les banques peuvent que vous pouvez soumettre aussi également avoir un impact négatif sur le climat. Le rôle des banques, c'est quoi? En termes de chiffres, c'est entre janvier 2020 et mars 2021, 100 milliards de dollars
pour les grandes banques françaises qui ont financé des activités de charbon, de pétrole et de gaz. On pourrait se dire que si nous étions au début du XXe siècle ou du XIXe siècle, ce serait normal, mais entre janvier 2020 et mars 2021, ça devient problématique compte tenu de l'urgence climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Nous avons à Oxfam France publié de nombreux rapports sur l'empreinte colossale des grandes banques françaises. Vous avez par exemple ici ce graphique qui montre combien les grandes banques françaises, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE et Banque Populaire, Caisse d'épargne, émettent parfois bien plus de tonnes de CO2 qu'un État en lui-même. C'est du fait des financements, comme je vous le disais, de ces projets. Vers combien de degrés nous mènent ces banques? Je rappelle que l'accord de Paris, l'objectif, c'est de limiter le réchauffement du climat à 2 degrés. Or, idéalement, les scientifiques disent même 1,5 degré, ce que recommande le GIEC. Or, lorsqu'on regarde, quand on calcule en fait comment les banques aujourd'hui financent des projets fossiles, elles nous mènent vers un monde à 4 à 5 degrés, ce qui est considérablement dangereux pour la survie de la planète. Donc pourquoi BNP Paribas? BNP Paribas, c'est donc la banque la plus puissante de France. C'est le premier financeur fossile européen en 2021. C'est le premier financeur mondial des 9 géants du pétrole et du gaz, dont Total Energy, par exemple, entre 2016 et 2022. Donc, nous avons mené à Oxfam, comme je le disais, différentes actions. On fait ce qu'on appelle des campagnes de plaidoyer. Ça veut dire qu'on va rencontrer des décideurs. Ça a été le cas, par exemple, des grandes villes françaises, comme la ville de Bordeaux. On est allé faire du plaidoyer vers ces collectivités pour leur demander de ne plus souscrire de prêts dans des banques qui soutiennent des énergies fossiles. Pareil, nous continuons également à faire du plaidoyer auprès des banques, parce que le dialogue, c'est important pour nous. Et on a échangé avec plusieurs banques, dont la Banque Postale. Et la Banque Postale est la première banque à publier une réelle stratégie ambitieuse pour sortir du pétrole, notamment. Donc ça montre bien que tout ceci, c'est possible, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Donc, c'est pourquoi, avec notre affaire à tous, ainsi que les Amis de la Terre, nous avons décidé de faire cette affaire BNP, cette action en justice, puisque premier objectif, c'est d'obliger BNP à cesser de développer des projets, de soutenir des projets d'énergie fossile. Hein. Tous les nouveaux projets ne peuvent, nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils ne doivent plus être financés à l'heure actuelle, compte tenu de cette urgence climatique. La deuxième chose, c'est contraindre BNP à améliorer sa politique climatique, parce que, comme le disait très bien Carlos, l'idée, c'est pas d'être manichéen en termes de blanc ou noir. Il y a aussi des initiatives qui sont prises par BNP. Néanmoins, BNP aujourd'hui continue toujours à financer des nouveaux projets fossiles. Et enfin, le troisième point, c'est de créer une jurisprudence, puisque aujourd'hui, il n'y a pas d'affaires encore dans le monde, c'est totalement inédit de procès d'une banque pour manquement à son devoir de vigilance. Et comme l'a très bien dit Carlos, il y a la jurisprudence des Pays-Bas qui est extrêmement toujours progressiste. Il y a eu l'affaire Urgenda où l'État néerlandais a été condamné. Il y a eu l'affaire du coup de Shell où Shell a été condamné notamment sur le duty of care, sur ce manquement à ce devoir de vigilance. Et c'est pourquoi nous également, nous avons choisi de nous fonder sur la loi sur le devoir de vigilance. Donc c'est une loi qui était entrée en vigueur le 27 mars 2017. Elle fait référence à l'affaire du Rana Plaza, comme l'a dit Carlos. Cette affaire, c'est une affaire qui a eu lieu au Bangladesh. C'était un immeuble de Rana Plaza. Des ouvriers, des ouvrières particulièrement d'ailleurs textiles, travaillaient pour des grandes marques de fast fashion et cet immeuble s'est effondré. C'était une catastrophe humaine et c'était impossible. La loi française à cette époque-là ne permettait pas d'engager la responsabilité de ces grandes marques françaises. Donc le législateur français s'est d'emparer de cette question et à penser cette loi en 2017 sur le devoir de vigilance. L'idée, c'est d'obliger certaines multinationales à prendre des mesures à limiter et à prévenir à la fois les atteintes aux droits humains, à la santé, à la sécurité des personnes, à l'environnement, sur leurs activités, mais également sur celles de leurs filiales, leurs fournisseurs. Donc, il y a vraiment cette responsabilité de toute la chaîne de production. Parce que quand vous êtes le donneur d'ordre, vous avez une capacité d'influence en fait très très importante sur les droits humains et les conditions de travail. Et ces mesures, surtout, elles doivent être publiées dans un plan de vigilance et être mises en œuvre de manière effective.
Que peut faire une ONG? On peut se dire, bon, bah, finalement, qu'est-ce qu'on fait finalement dans cette affaire? La loi permet, en cas de manquement, à toute personne de saisir la justice et à demander au juge d'enjoindre à cette entreprise de se conformer à la loi sur le devoir de vigilance. Et c'est sur ce fondement-là que nous, notre affaire à tous, Oxfam France ainsi que les Amis de la Terre, nous avons choisi d'assigner en justice BNP pour non-respect de son devoir de vigilance, particulièrement en matière environnementale, puisqu'elle continue aujourd'hui à financer des projets fondés sur des projets d'énergie fossile. La chronologie judiciaire, ça a débuté le 26 octobre 2022. On a d'abord envoyé une mise en demeure. Donc, une mise en demeure, juridiquement, c'est lorsqu'on rappelle à la partie adverse la loi. On l'a rappelé en disant attention, BNP Paribas, vous devez respecter la loi sur le devoir de vigilance. Donc, pendant 3 mois, on lui a laissé 3 mois, un délai de 3 mois pour pouvoir réorienter son épargne, présenter un plan de sortie des énergies fossiles, que Nini, finalement, elle a pu présenter des arguments en disant, bon, on va cesser tel type de projet, je ne vais pas trop entrer dans les choses techniques, mais c'était largement insuffisant. Et donc, c'est pourquoi, le 23 février 2023, on a décidé de déposer cette assignation en justice devant le juge afin de contraindre cette banque à cesser de financer les énergies fossiles. Donc, comme je le disais, je citais par exemple un exemple, malgré l'affaire en cours, au mois de février, BNP Paribas a soutenu BP. BP, c'est British Petroleum, à une hauteur de 2,5 milliards de dollars US, ce qui équivaut quand même à 6 nouvelles centrales à charbon. C'est quand même assez énorme. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Parce que l'enjeu pour une ONG, c'est pas seulement, comme je le disais, d'avoir une action judiciaire, c'est aussi d'avoir une mobilisation citoyenne, puisque nous avons tous le devoir de protéger l'environnement. C'est de signer la pétition. Affaire-bnp.fr. C'est sur le site que vous avez beaucoup d'informations sur l'affaire. L'objectif, comme je le disais, c'est de faire cette pression sur BNP. On peut la contraindre à cesser de détruire l'environnement, puisque la destruction de l'environnement a des conséquences sur les droits humains. Il faut avoir conscience que on était mobilisé, par exemple, l'été dernier sur la famine au Sahel, qui est une des plus grandes famines depuis 1945, et c'est directement lié aux effets du changement climatique. Et surtout, il est extrêmement urgent que notre argent finance la transition écologique et sociale, puisque comme vous le savez, il y a un enjeu réel aujourd'hui de se poser la question de qui doit financer la transition écologique. Il y a bien sûr des principes en droit, j'ai malheureusement pas le temps d'y revenir aujourd'hui, mais le principe du pollueur-payeur, c'est sur ce fondement-là également sur lequel on s'appuie. On propose aux citoyens d'agir comment en interpellant sa banque, d'agir en interpellant son territoire, c'est-à-dire sa collectivité, son entreprise ou son école. Sur notre site, vous avez un courrier type d'interpellation que vous pouvez envoyer à votre banque en vous demandant est-ce que Caisse d'épargne, BNP, est-ce que mon argent soutient les énergies fossiles? Comment ça fonctionne? Je vous ai remis un schéma sur l'empreinte carbone de votre épargne. C'est que, par exemple, si vous avez de l'argent en banque, la banque va utiliser votre argent pour financer des projets. Et c'est comme ça que votre épargne a une empreinte carbone. Et on l'oublie souvent, mais l'empreinte de notre épargne, c'est celle qui a le poids le plus important, bien plus que notre consommation. J'aime bien repartir de cette statistique. Par exemple, devenir végétarien, vous réduisez votre empreinte carbone de 1 tonne de CO2. Ça fait partie des premières choses souvent quand on pense, on se dit oui, il faut réduire la quantité de protéines animales. C'est un sujet, l'idée c'est pas de les opposer, mais c'est plus significatif encore de changer de banque. Passer une banque éthique, par exemple, ça permet de réduire votre empreinte de 17 tonnes de CO2. Notre objectif à travers cette affaire, c'est pas de donner que des injonctions, c'est de faire changer vraiment les banques, puisque les États, les entreprises ont une charge de responsabilité beaucoup plus importante que les ménages. Donc l'idée, c'est pas qu'il n'y ait que des banques éthiques, mais c'est vraiment de faire changer, de faire jurisprudence, parce que si on arrive à faire condamner BNP, sera un effet de jurisprudence, un effet boule de neige sur toutes les autres banques. Je vous ai mis par exemple des acteurs de la finance éthique. Vous avez Goodvest, Garance va nous présenter après Goodvest. Vous avez aussi Rift, Reclaim Finance. La nef éthique, c'est des banques. L'ITA, c'est des plateformes d'investissement, puisque
Il y a aujourd'hui des alternatives qui existent et on n'en a pas forcément toujours conscience. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Emilia, pour cette intervention. Donc, on va pouvoir passer à la dernière intervenante avant de passer aux questions. Donc, Madame Garance-Laurent, je vous laisse la parole. Merci beaucoup à tous déjà, merci Emilia, merci pour cette intervention et merci à tous en fait pour vos interventions. Moi, de mon côté, je vais plutôt axer mon intervention sur le rôle des banques dans l'économie, comme l'a déjà un peu fait Emilia, et aussi sur les solutions concrètes en fait qui existent pour justement limiter l'impact financier sur l'environnement et sur le climat. Donc, pour commencer, un petit rappel sur le rôle des banques dans l'économie. Aujourd'hui, les banques, on sait qu'elles jouent un rôle essentiel dans nos économies modernes et elles jouent en fait un triple rôle à la fois de création monétaire, de solutions de crédit et de solutions de dépôt. Aujourd'hui, notre quotidien en tant que particulier, il dépend énormément des banques. On utilise tous au quotidien une carte bancaire pour réaliser nos achats. Il y en a sûrement qui remboursent également des prêts chaque mois à la banque pour l'achat d'une résidence principale, par exemple. Mais c'est aussi et surtout les entreprises qui dépendent énormément de ces banques pour financer leurs activités. Et donc, c'est pour ça que ces banques-là, elles vont avoir un rôle essentiel en fait, dans le fonctionnement de l'économie, car ce sont elles qui vont déterminer vers quelles entreprises elles vont décider d'orienter les flux financiers et à quelle fin. Malheureusement, on l'a déjà dit, mais je le rappelle, le constat aujourd'hui, c'est que les flux financiers, ils sont clairement mal orientés et orientés par les banques vers des activités qui sont néfastes, et notamment le financement massif des énergies fossiles. Donc, globalement, les banques, elles vont utiliser les dépôts des entreprises et des particuliers, les dépôts qui vont transiter dans leurs caisses pour financer ces énergies fossiles sans que les clients aient finalement réellement de mots à dire. Donc, on s'intéresse aujourd'hui à l'impact des banques sur le climat. Donc, autrement dit, on s'intéresse en fait à leur empreinte carbone. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit quand on parle d'empreinte carbone des banques et d'une entreprise au sens large, c'est important de comprendre de quel périmètre on parle et ce que sont en fait les scopes d'émissions. Les scopes d'émissions d'entreprise, on peut les classifier en trois catégories. La première, c'est le scope 1 qui correspond aux émissions directes de l'entreprise liées à son activité au quotidien. Le scope 2, ça va être les émissions qui sont indirectement émises par l'entreprise en lien avec sa consommation d'électricité. Et enfin, le scope 3, c'est celui qui est lié aux émissions indirectes d'une entreprise via son activité sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, donc toutes les activités amont et aval des activités de l'entreprise. Et quand on parle de l'empreinte carbone d'une entreprise ou d'un produit, c'est extrêmement important de raisonner sur les trois scopes d'émissions. En fait, c'est la seule façon de réellement capter l'ensemble des enjeux des activités d'une entreprise. En moyenne, aujourd'hui, l'ADEME et le Carbon Disclosure Project estiment que le scope 3 d'émissions, ça représente environ 75% des émissions d'une entreprise à l'échelle globale. Et pour les institutions financières, c'est environ 99% de leurs émissions de gaz à effet de serre en moyenne qui viennent du scope 3. Donc c'est colossal, et d'où l'importance justement de prendre en compte ce scope 3 quand on évalue l'empreinte carbone d'une entreprise. Et le problème aujourd'hui, c'est que ce scope 3, il est rarement, si ce n'est jamais publié justement par les institutions financières et les banques. Et c'est pour ça justement qu'ils jouent un rôle extrêmement important en fait quand on s'intéresse à l'impact d'une banque et qu'on souhaite comprendre pourquoi les banques polluent. Donc justement, pourquoi les banques polluent, on l'a déjà abordé précédemment, mais je vais quand même revenir dessus. Aujourd'hui, les institutions financières, elles ont une dépendance extrêmement importante à certains secteurs de l'économie très intenses en carbone, et notamment celui des énergies fossiles. Et l'impact négatif des banques, il va pouvoir venir de deux canaux principaux. Le premier, ça va être leurs activités de crédit, donc de financement. Et le second canal, ça va être leurs investissements. Donc, quand on parle des activités de crédit, c'est en fait le fait que les banques accordent aujourd'hui des prêts, que ce soit à des entreprises ou à des particuliers, hein, mais notamment et essentiellement à des entreprises qui vont avoir des activités fortement émettrices en gaz à effet de serre. Et d'un autre côté, on a également les activités d'investissement des banques. Et donc là, on parle essentiellement des fonds verts commercialisés par les banques, des livrets bancaires, des produits d'épargne qui sont commercialisés par ces banques. Donc en fait, il s'agit d'un investissement qui peut être actif ou passif dans des entreprises effectuées par les banques. Et le problème dans ces investissements réalisés par les banques, c'est qu'elles vont faire prévaloir la rentabilité à court terme d'un investissement plutôt que l'impact extra-financier. Aujourd'hui, elles ne vont pas du tout en fait, prendre en compte l'impact sur le climat, sur l'environnement d'un placement financier.
mais elles vont privilégier une rentabilité à court terme pour leurs épargnants ou pour leurs clients, plutôt que justement cet aspect extra-financier qui est tout aussi important, si ce n'est bien plus important. Euh, en 2022, les 60 plus grandes banques mondiales, pour donner un ordre de grandeur, elles ont prêté près de 669 milliards de dollars à des entreprises de l'industrie des énergies fossiles. Donc c'est absolument considérable. Et la seule parmi ces 60 banques à ne pas avoir financé directement les énergies fossiles, c'est la Banque Postale. Et encore, il faut faire attention, comme je le disais, il y a deux aspects principaux. Il va y avoir d'une part le financement et d'autre part l'investissement. Là, on parle uniquement de financement et non pas de tous les investissements qui ont pu être réalisés encore dans ce secteur-là. Donc, finalement, c'est vraiment un impact des banques en fait, qui est colossal et qui montre en fait, à quel point les banques, via ces deux canaux, peuvent polluer. Pour poursuivre sur une note un peu plus positive, euh, j'aimerais aborder un peu les solutions qui existent aujourd'hui pour limiter justement cet impact. Si on commence par faire un petit état des lieux des solutions bancaires qui existent aujourd'hui, on va avoir sur ce schéma déjà, d'une part, en bas à gauche, on voit des solutions traditionnelles qui vont avoir d'une part un impact négatif et en plus qui sont assez peu digitalisées puisque c'est généralement des banques qui existent depuis des dizaines, voire plus années. Euh, et donc qui ont un impact négatif et en plus sont peu digitalisés. On va avoir également ces grandes entités traditionnelles qui ont parfois développé des solutions digitales justement pour s'adapter à cette digitalisation de l'économie. Mais malheureusement, ces solutions digitales, elles n'apportent pas de solutions plus responsables en fait, dans la mesure où elles font partie toujours de ces grands groupes bancaires comme la Société Générale, comme la BNP, qu'on a déjà évoqué précédemment. Il y a quelques cas particuliers de banques qui vont avoir un impact plus positif ou du moins négatif beaucoup plus faible et qui vont faire attention justement à mitiger un maximum cet impact négatif sur le climat, mais qui reste encore assez peu digitalisé. Donc c'est le cas par exemple de la Banque Postale, c'est le cas du groupe Crédit Coopératif. Et ensuite, on va avoir des nouvelles solutions un peu plus alternatives qui émergent et qui vont tenter d'être à la fois digitales et responsables. Et donc, c'est notamment le cas de la nef que Emilia avait également cité tout à l'heure. Donc, c'est aussi important, on entend souvent parler du terme de néobanque. C'est important de rappeler qu'une néobanque, dans le terme néobanque, il y a banque. Et donc, pour être une néobanque, il faut d'abord être une banque. Et aujourd'hui, une banque, c'est une entreprise qui va octroyer des crédits. Donc, une solution alternative qui n'octroie pas de crédit n'est pas une néobanque. Il faut faire attention à ça. Mais néanmoins, il y a de plus en plus de solutions, de plateformes alternatives qui émergent, notamment des fintechs, etc., qui vont proposer des solutions de paiement. Euh, donc de la même manière qu'on propose des solutions de paiement les banques traditionnelles, donc par exemple un compte bancaire, des comptes courants, des comptes joints, etc. Et ces entreprises-là, c'est une alternative et une solution déjà pour réduire le pouvoir de création monétaire des banques, dont je parlais tout à l'heure. En sortant justement cet argent des banques, on peut avoir un impact indirectement en réduisant en fait le pouvoir de ces banques traditionnelles. Mais c'est aussi des solutions qui peuvent parfois permettre de participer au financement de projets liés à la transition écologique, par exemple via des solutions d'arrondi. Donc parfois, quand on paye pour quelque chose, je sais pas, par exemple au supermarché, on peut nous proposer d'arrondir à l'euro supérieur pour financer des projets. Et ces solutions-là vont par exemple proposer de financer des projets d'énergie renouvelable, de nettoyage des océans ou des sujets comme ça. Donc, ça ne résout pas le problème de l'impact des banques traditionnelles, mais ça contribue à limiter cet impact-là. Et c'est un petit geste qu'on peut tous faire à notre échelle et qui participe finalement à régler ce sujet-là. Mais par ailleurs, il y a quand même un sujet colossal qui subsiste autour de l'impact des banques traditionnelles. Et c'est notamment le rôle des ONG comme Oxfam et et voilà, de faire des procès à ces entreprises telles que la BNP pour justement en fait forcer et encourager ces banques-là à changer leurs pratiques et à arrêter en fait de financer les énergies fossiles parce que les solutions alternatives existent, c'est une solution, mais ça ne suffit pas. Et il faut vraiment que tous les acteurs financiers se mettent à la page. Donc finalement, j'aimerais parler également de l'épargne. On disait tout à l'heure que l'impact des banques venait de deux principaux canaux, donc le financement et l'investissement. Mais changer de banque, c'est une solution, notamment pour les activités du quotidien, mais il faut aussi penser à l'impact en fait, de l'épargne, l'impact sur le climat de l'épargne. Aujourd'hui, pour donner un ordre de grandeur, l'épargne moyenne d'un Français, c'est 11 tonnes de CO2 équivalent par an.
Donc, c'est l'équivalent de 12 trajets Paris-New York en avion, donc c'est colossal. Emilia mentionnait tout à l'heure le fait que changer de banque, c'était 17 tonnes de CO2 qu'on pouvait économiser. Ici, c'est 11 tonnes. Donc, on se rend compte qu'en fait, il y a des actions au quotidien qu'on peut faire qui ont un véritable impact. Aujourd'hui, on se rend compte que les fonds que vous allez épargner pour l'avenir et placer sur les marchés financiers, en fait, via vos banques traditionnelles, ils vont être investis pour la plupart vers des actifs extrêmement polluants. Aujourd'hui, il y a seulement 0,2% des actifs sous gestion à l'échelle mondiale qui sont alignés sur l'accord de Paris, en considérant bien sûr les trois scopes d'émissions. Et c'est justement à ce problème-là que Goodvest a voulu répondre en proposant la première assurance vie et le premier PER alignés sur l'accord de Paris. Donc justement, on a développé en interne une méthodologie unique et stricte et scientifique pour aller le plus loin possible en fait dans l'analyse des fonds d'investissement qui existent et pour proposer aux épargnants la solution la plus durable possible. En développant notamment toute une stratégie d'exclusion. Donc, on va exclure évidemment les énergies fossiles, que ce soit la production, l'extraction d'énergie fossile ou la production à partir d'électricité à partir d'énergie fossile, ainsi que d'autres secteurs néfastes comme le tabac ou l'armement. Et ensuite, on va analyser toute l'empreinte carbone des entreprises sous-jacentes des fonds d'investissement sur les trois scopes d'émissions. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est extrêmement important de s'intéresser aux trois scopes pour avoir vraiment une idée globale de l'impact d'une entreprise. Et grâce à cette empreinte carbone, on va pouvoir calculer une trajectoire de réchauffement climatique et ça va nous permettre de nous assurer en fait que l'ensemble des portefeuilles d'épargne qu'on propose à nos clients sont justement alignés sur l'accord de Paris et justement limitent l'impact négatif de l'épargne sur le climat. Donc voilà, Goodvest, c'est une des solutions alternatives aux solutions d'épargne traditionnelles qui existent. Les solutions traditionnelles sont généralement très opaques en termes d'investissement et très chères. Chez Goodvest, on essaye de privilégier la transparence et de proposer une offre qui soit la plus accessible possible. Donc voilà, on termine sur une note positive pour montrer qu'il y a des solutions qui existent. Et voilà, je vais terminer là-dessus et merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, donc Garance, et merci à tous pour ces différentes interventions. On a deux questions dans le chat. N'hésitez pas à en poser d'autres si vous en avez. Donc, je vais commencer juste par la petite sur lors de votre intervention, Emilia, au moment où vous présentiez les acteurs éthiques, le crédit coopératif n'apparaissait pas. Il est apparu par contre dans la présentation de Garance. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est réellement? Merci. Oui, oui, le crédit coopératif, c'est très bien. Enfin, c'est une banque éthique. J'ai pas mis forcément tous les acteurs, en fait. J'en ai juste mis quelques-uns, hein. C'est pour ça. Voilà, donc c'était une question avec une réponse très rapide. Donc la question suivante, c'est déjà la personne vous dit que le sujet est très intéressant et je l'en remercie. Donc les banques, nous le savons, sont soumises à plusieurs obligations qui peuvent s'avérer incompatibles. Elles sont tenues d'un devoir non des moindres de non-immixtion dans les affaires de leurs clients. Comment concilier ce devoir avec le devoir de vigilance qui suggère une véritable ingérence de la part du banquier? Qui veut prendre la parole? Je crois que Carlos peut dire quelques mots à ce sujet. Merci Clémence. Je ne vais pas me permettre de parler au nom des autres, mais je pense pas. Peut-être Emilia avoir des éléments aussi de réponse sur ce point. Moi, ce que je peux dire de manière introductive, c'est qu'effectivement, il y a bel et bien un devoir de non-immixtion qui pèse sur les banquiers, en vertu duquel une banque est tenue d'exécuter les instructions qui lui sont données par son client qui lui interdit d'intervenir dans les affaires de son client. Ceci étant, il y a une notion qu'on connaît bien en droit depuis longtemps, en droit français, mais pas seulement, en droit de l'environnement, en droit de l'Union européenne, de l'environnement aussi, c'est la notion d'ordre public qui s'impose donc aux transactions privées. Bien évidemment que un banquier n'a par exemple pas la possibilité, malgré le devoir de non-immixtion que je viens d'évoquer, d'accepter des transactions de son client qui concerneraient le commerce de stupéfiants ou de manière plus générale de produits qui font l'objet d'un commerce illicite du point de vue de la loi. Donc si vous me permettez ce parallèle, bien, on peut très bien considérer que, bien évidemment,
dans le cadre d'une future directive européenne de vigilance, par exemple, sur le devoir de vigilance, entre autres, il y aurait cette donc injonction faite au secteur bancaire de respecter certaines valeurs, les droits humains, l'environnement, la santé, ça a été évoqué tout à l'heure, notamment par Emilia, qui donc viendrait polluer, si je puis dire, de manière un peu provocatrice, l'activité classique, traditionnelle d'un banquier. Mais je suis certain qu'Emilia a des éléments supplémentaires à fournir par rapport à cette question. Oui, en fait, l'idée, c'est pas de s'immiscer dans le choix de la personne, mais c'est aussi qu'est-ce que vous choisissez quand vous êtes une banque comme stratégie. Est-ce que vous choisissez de soutenir une entreprise si Total ou BP peuvent réaliser des projets? C'est parce qu'ils ont de l'argent pour. C'est un choix, en fait, après de la banque, de BNP, de dire, bon, bah, moi, je veux choisir de soutenir tel type de projet et pas d'autres. Et donc, l'idée, on voit ici, c'est pas de déresponsabiliser BNP, au contraire, c'est de contraindre BNP à assumer jusqu'au bout les conséquences de ses choix de stratégie, en fait. C'est pour ça que c'est BNP qu'on assigne et non pas son client. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc, c'est vraiment cet objectif-là, puisque comme l'a très bien expliqué après Garance, l'argent, ça a des conséquences sur les projets après vont se réaliser. Et surtout, moi, sur ce quoi j'insiste toujours, c'est que c'est quand même, nous, on cible essentiellement uniquement les nouveaux projets. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais plus si c'est Carlos ou Gauthier, mais l'un des deux avait cité des bombes carbone. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des, et c'est pas une opinion, ce qui est écrit dans les rapports du GIEC, donc la science nous dit, c'est pas nous, les ONG, suivant notre ressenti ou autre, non, c'est ce que la science dit, il faut pas qu'il y ait de nouveaux projets fossiles. Et quand il y a des nouveaux projets qui existent, c'est parce qu'il y a des banques qui continuent à investir toujours plus à l'heure actuelle. C'est dangereux, en fait. Vraiment, c'est pas de la coquetterie ou du sentimentalisme, c'est factuel, en fait. C'est vraiment scientifique. Et c'est sur ça que l'on se base, en fait. C'est pour ça qu'on demande aux banques de se conformer à l'accord de Paris. Parce qu'on ne peut pas être dans une société où on demande toujours plus de responsabilisation des individus, alors que le Haut Conseil pour le climat, je me souviens, c'était dans un de ses rapports de 2020, avait expliqué combien c'était à peu près que 25%, je crois, la part d'action des ménages. La plupart de poids des actions, ce sont les collectivités, l'État, les entreprises, en fait. Donc, si BNP, par exemple, décide de changer sa stratégie de financement et désormais de financer que des projets de transition énergétique, par exemple, de transition écologique, bah, les effets de changement climatique peuvent drastiquement se réduire et on pourra accélérer en fait la lutte contre les changements climatiques. Merci beaucoup, Emilia. Est-ce que Garance, vous souhaitez compléter ou est-ce que c'est bon pour vous? Non, je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. Je suis totalement alignée et d'accord avec ce que Emilia vient de dire. Donc, je pense que c'est bon pour moi. Très bien, c'est parfait. Donc, on a une question aussi qui va cibler plutôt Emilia. Donc, la personne se demande quelles sont les conséquences du procès sur BNP qui sont possibles, espérées, recherchées par Oxfam, Notre Affaire à tous et la dernière association. Merci. L'idée, comme je le disais, c'est de contraindre BNP à respecter la loi sur le devoir de vigilance, lui interdire de financer les nouveaux projets fossiles, tout simplement, et de la contraindre du coup à réallouer tous ces investissements, à avoir plus de transparence. On n'a pas forcément eu le temps là d'évoquer tout ce qui est label, ISR et tout ça, mais ça a été aussi un énorme plaidoyer d'Oxfam, de sorte que quand vous avez un livret où c'est écrit développement durable, que ce livret ça réellement à financer le développement durable et pas à être du greenwashing. Donc c'est ça concrètement notre objectif, c'est que d'empêcher de faire en sorte que BNP ne finance plus de nouveaux projets d'énergie fossile et qu'elle fasse comme la Banque Postale, qu'elle ait un plan de sortie des énergies fossiles et qu'elle réoriente en fait tout simplement ses investissements. Merci beaucoup, Emilia. Donc, question suivante. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler la législation européenne et ou française en matière de responsabilité environnementale des banques? Donc, en fait, comme je l'indiquais un petit peu plus tôt précédemment,
Euh, il peut y avoir une évolution juridique majeure qui est en discussion en ce moment au niveau européen, qui serait donc l'adoption d'une directive sur le devoir de vigilance, qui pourrait inclure le secteur bancaire et donc qui assujettirait toutes les banques installées en Europe à respecter donc ce devoir de vigilance qui prévoit donc l'élaboration d'un plan pour prévenir et pour identifier d'abord et prévenir ensuite les atteintes, notamment à l'environnement. Mais pour l'instant, ce n'est pas du droit positif. En revanche, ce qui existe, c'est donc l'obligation d'information, de reporting, que j'évoquais un petit peu plus tôt, donc la publication d'informations. Et au niveau européen, donc, avec le règlement de 2019 que j'évoquais précédemment, c'est une simple obligation d'information, mais c'est un premier jalon, inspiré d'ailleurs par la loi NRE, loi française de 2001, qui avait déjà mis en place une obligation de reporting extra-financier, même si depuis on parle plutôt de reporting en matière de durabilité, puisque en fait on considère que les effets sur l'environnement ont également un coût financier, et que donc l'appellation reporting extra-financier serait malvenue. S'agissant du droit français, on a le devoir de vigilance, et là je pense qu'avec la loi donc Rana Plaza, et là je pense qu'Emilia est plus à même de répondre, donc je lui cède bien volontiers la parole. Oui, tout à fait. C'est principalement, nous, on se fonde principalement sur cette loi sur le devoir de vigilance. Faut être conscient que je crois que c'est toi, Carlos, qui l'a évoqué. Pas plus tard que le 5 décembre, la Poste a été condamnée sur le fondement de cette loi sur le devoir de vigilance. Donc, il y a de la jurisprudence réellement où des entreprises sont condamnées. C'est vraiment très important parce que pendant très longtemps, ce qui se passait, c'est que beaucoup de firmes transnationales se cachaient derrière leurs sous-traitants en disant c'est pas moi, c'est sous-traitant, je ne pouvais pas savoir. Or, on sait très bien que en fait, elles sont donneuses d'ordre. Si vous avez des exigences de pression financière, de cadence aussi toujours plus importante, derrière, les sous-traitants vont toujours plus exploiter des personnes. Inversement, si pèse sur les grandes entreprises cette obligation de devoir respecter les droits humains, la santé, de devoir respecter l'environnement, ça va imposer une ligne de conduite à leurs sous-traitants et les sous-traitants vont devoir se dire, bon, bah, maintenant, on va tout simplement respecter le droit du travail et ça va permettre d'avoir une amélioration toujours vers le haut des conditions de travail. C'est beaucoup de questions de droits humains d'abord, parce que dans le cas de la Poste, c'était pour des travailleurs sans papier. Euh, L'affaire, c'est un de ses sous-traitants qui utilisait des sans-papiers et du coup, la Poste a été condamnée sur cette affaire. Et je pense que c'est très important de se rendre compte que cette loi sur le devoir de vigilance, ce qui est vraiment intéressant d'un point de vue juridique, c'est que on est vraiment très en amont. Pendant beaucoup de temps, avant, on sanctionnait beaucoup une fois que la catastrophe avait eu lieu. Alors que là, ce qui est vraiment intéressant, l'idée, c'est de prévenir et d'éviter que le risque, que les catastrophes aient lieu. Donc, je trouve que c'est ça qui est le point majeur à retenir sur cette loi sur le devoir de vigilance, en fait. C'est vraiment un point essentiel. Et l'enjeu maintenant, c'est cette bataille de plaidoyer, comme l'a très bien expliqué Carlos, sur la directive. Et c'est une partie du travail que mène Oxfam, dont Alexandre Poidas, notre responsable de plaidoyer. Je salue le travail parce que c'est la qualité de ce travail-là qu'on dénonce et c'est à partir de là qu'un cabinet d'avocats est venu nous voir en fait. C'est parce qu'on publiait des rapports où on analyse, où on voulait informer la population sur l'impact des banques et c'est un des cabinets d'avocats qui nous a dit mais attendez, ce que vous rédigez là, vous savez que ça rentre sous le coup de la loi, il y a moyen de faire une action en justice et le fait que Shell ait pu être condamné, ça a pu donner, je pense, une jurisprudence de base. Je rappelle que Shell, c'est l'équivalent à peu près de Total, c'est un grand groupe pétrolier. Merci beaucoup. Du coup, une autre question qui nous est parvenue, c'est pouvez-vous nous éclairer sur la démarche Net Zero Banking, pardon pour l'accent, basée sur la science et dans laquelle les banques s'engagent volontairement? Est-ce que quelqu'un Je veux souhaite bien, répondre? Merci, je veux bien Garance. en dire deux mots. La Net Zero Banking Alliance, c'est une démarche en fait qui a fait un programme qui a été lancé, il me semble, en 2021 dans le cadre d'une initiative des Nations Unies pour l'environnement et qui fait partie d'une alliance plus large qui est la Glasgow Financial Alliance sur Net Zero. Et en gros, l'idée de cette alliance, c'est qu'il y a une centaine de banques, il me semble, dans le monde qui représentent à peu près un peu plus de 40%, je crois, des actifs bancaires mondiaux et qui se sont engagés à aligner leurs investissements
leurs investissements tout simplement sur les objectifs de net zéro émissions d'ici 2050. C'est-à-dire que leurs émissions, les émissions de gaz à effet de serre qu'elles vont émettre via leurs investissements devraient être en fait compensées d'ici 2050 pour atteindre un niveau net en fait de zéro. Et il y a un rapport notamment d'Oxfam, il me semble, Emilia pourra peut-être en dire un mot, mais que j'ai cité tout à l'heure, qui est le rapport Banking on Climate Chaos, qui a été publié en 2023, et qui montrait que parmi les 60 banques analysées, en fait, il y en avait 59 parmi elles qui n'avaient pas de plan de sortie des énergies fossiles suffisamment crédible et suffisamment ambitieux qui puisse permettre justement d'atteindre cette ambition net zéro et de maintenir le réchauffement climatique sous les 1,5 degrés. En fait, la seule qui avait un plan suffisamment crédible, c'était, comme on l'a cité déjà tout à l'heure, la Banque Postale. Il y a également l'ONG Reclaim Finance qu'on a cité également tout à l'heure, qui avait montré que la Net Zero Banking Alliance, elle n'exigeait pas que les banques qui s'engagent cessent de soutenir l'expansion des énergies fossiles, ni qu'elles réduisent, enfin qu'elles cessent, pardon, qu'elles réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre portant sur le scope 3. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le scope 3, en fait, c'est l'impact principal en fait, des banques. Donc globalement, moi je suis assez mitigée sur cette Net Zero Alliance, puisqu'à mon sens, elle n'est pas suffisamment ambitieuse. Et globalement, en fait, les banques ne s'engagent pas forcément à grand-chose via cette alliance. Je ne sais pas si Emilia veut peut-être dire un mot sur le Banking on Climate Chaos, qui aborde aussi ce sujet-là. Mais, euh, mais voilà. Non, c'était très complet, Garance. Merci beaucoup à toutes les deux. Moi, j'ai une petite question aussi. Donc, du coup, on a beaucoup parlé là en France, un peu du procès, par exemple, contre la BNP mené par, entre autres, Oxfam. Mais la question, c'est est-ce que il y a une prise de conscience aussi de ce rôle des banques dans les autres pays hors Union européenne? Et est-ce qu'il y a des affaires similaires hors Union européenne que le procès que vous avez monté contre la BNP? Non, c'est concernant les banques au sens strict, c'est la première fois dans le monde qu'il y a un procès contre une banque. C'est vraiment novateur, mais c'est pas la première fois qu'une grande entreprise est ciblée. Comme je le disais, Shell, par exemple, qui est une firme qui est pétrolière, elle a été condamnée par le juge néerlandais. On a aussi été dans le cadre de l'affaire du siècle, on a aussi gagné notre procès contre l'État. Et ces procès sont toujours intéressants parce que si je prends le cas de l'affaire de Shell, le juge a ordonné à Shell de réduire de moins de 45% ses émissions d'ici fin 2030. Et un juge, il a quand même des pouvoirs de sanction si vous ne respectez pas en fait vos obligations. Donc ça, on dépasse en fait le discours, la stratégie de communication pour la loi, en fait, avec des contraintes financières qui peuvent être importantes, avec des sanctions. Et nous, c'est pour ça qu'on se saisit du droit et que cette affaire, elle est importante pour nous parce que vraiment, comme je le disais au début, notre objectif, c'est de faire jurisprudence. C'est que BNP, comme c'est comme même la première banque financeur des énergies fossiles en Europe, l'Europe, c'est un rayonnement commercial assez important, la BNP également. Donc, on espère que ça fera, qu'il y aura des conséquences ailleurs dans le monde. Et du coup, vous êtes en contact avec d'autres associations dans le monde ou là, à l'heure actuelle, pas, pas du tout? Pas pour l'instant, non. Pour l'instant, on est essentiellement focalisé sur l'affaire en cours et sur l'agenda européen et cette directive. D'accord. Et pour les autres intervenants, donc est-ce que vous avez connaissance de- d'autres, alors pas des actions comme celle-ci similaires, mais d'une prise de conscience de l'importance des banques dans d'autres pays hors France? Oui, je disais juste qu'il y avait eu le Climate Finance Day en France. C'est quand même toujours, c'est un sommet où les banques, les acteurs financiers se réunissent, puisque l'enjeu aujourd'hui de la transition écologique, c'est son financement. On l'a vu là, la COP28 qui s'est terminée aujourd'hui, la question des pertes et de dommages, les questions de faire appliquer le principe du pollueur-payeur, la question d'aider les pays du Sud à financer la transition. C'est aussi pourquoi nous, on s'intéresse pas uniquement aux banques, mais plus largement aussi à la question de qui doit payer, mais de manière juste, puisque à Oxfam, notre objectif, c'est de lutter contre les inégalités. D'accord. Eh bien, merci. Alors, il y a une autre petite question qui va plutôt s'adresser à Carlos sur ces sujets. Quel est le rôle de la BCE, s'il vous plaît?
Donc oui, comme je l'ai expliqué rapidement pendant mon propos il y a quelques instants, la Banque centrale européenne a récemment opéré une forme de coming out environnemental, d'aggiornamento écologique, puisque la Banque centrale a annoncé qu'elle voulait prendre en compte le climat dans l'ensemble de ses activités. Ceci étant, on pourrait aller un petit peu plus loin que ce que la Banque centrale européenne fait déjà, euh, puisque euh, plusieurs observateurs, notamment des économistes, ont proposé que la Banque centrale européenne rende sa politique plus écologique. On sait qu'elle augmente régulièrement ses taux en ce moment, enfin depuis quelques mois, et dans le cadre de cette politique de hausse des taux, elle pourrait toutefois tenir compte du critère environnemental, du critère climatique, en prévoyant un taux spécial moins élevé que le taux d'intérêt lambda, ordinaire, de droit commun, pour les crédits, pour les opérations finançant des investissements plus favorables à la préservation de l'environnement. La Banque centrale pourrait ainsi permettre aux banques privées d'emprunter auprès d'elles à un taux d'intérêt plus faible si elles finançaient la transition énergétique. Ça, ce serait un formidable levier que la Banque centrale européenne pourrait mettre en œuvre, mais il y a des dissensions au sein de la Banque centrale européenne entre les gardiens du temple, si je puis dire, qui sont plutôt partisans d'une approche traditionnelle des missions de la BCE, notamment la stabilité des prix, même si on sait que justement la crise climatique a aussi des effets en matière de stabilité des prix et favorise d'ailleurs l'inflation avec des effets sociaux. Emilia le disait encore il y a quelques instants, le paramètre social est indissolublement lié au paramètre environnemental. Les deux doivent être pris en compte. Donc, la Banque centrale pourrait jouer un rôle encore plus important en matière de transition énergétique. De ce point de vue-là, la crise bancaire, puisqu'on parle de banque et de climat, la crise bancaire et la politique particulièrement accommodante qu'avait mise la Banque centrale européenne en œuvre à ce moment-là, la quantitative easing, j'ai promis de ne pas vous infliger mon accent anglais, désolé, pourrait, mutatis mutandis, je cumule maintenant du latin, toute chose égale par ailleurs, pourrait être transposée en matière environnementale. Voilà. Donc, il y a d'autres pistes, notamment le financement des actifs bas carbone que pourrait garantir la Banque centrale européenne auprès des États. Voilà. Et j'aurais envie de rebondir sur ce que disait Emilia. J'en profite tant que j'ai la parole un tout petit instant Tout encore. à fait. Si tu es d'accord, Clémence, merci. Tout à fait. La question du financement, Emilia l'a très bien dit, c'est très important. C'est une question cruciale. Évidemment, les besoins de financement en matière d'atténuation, d'adaptation au changement climatique sont considérables, notamment dans les pays en développement, qui subissent les effets du changement climatique auxquels ils n'ont pas ou peu contribué, notamment du point de vue historique. On a la question des échanges dette-nature, échanges de dettes souveraines contre financement de la préservation de la biodiversité et ou de la lutte contre le changement climatique. Il y a aussi la question de la taxe Tobin, taxe sur les transactions financières, qui avait été évoquée durant la COP 21, donc il y a 8 ans, durant la COP qui a abouti à l'accord de Paris, qui aurait pu être utilisée pour financer la lutte contre le changement climatique. La taxe Tobin, ce n'est pas une idée très nouvelle non plus. 1972 encore, pardon, ce n'est pas simplement parce que c'est mon année de naissance, mais c'est une année très intéressante. 1900, oui, j'assume. Donc 1972, c'est le prix Nobel, prix Nobel d'économie, pour le dire rapidement, vous savez que c'est le prix accordé par la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel en économie, qui avait été accordé à James Tobin, qui avait cette idée de taxe sur les transactions financières. Voilà. Donc, il y avait un projet européen, mais il est un peu dans les limbes, dans le cadre d'une coopération renforcée, notamment en raison de l'opposition de la France, qui essaie de profiter du Brexit pour se positionner comme leader européen de l'industrie financière. Voilà. Tout ça est beaucoup plus vaste. Et enfin, dernier point, la directive Ecocrime, qui a fait l'objet d'un compromis récent le 16 novembre dernier. Et la directive Ecocrime, c'est la protection pénale de l'environnement et qui prévoit des sanctions renforcées en matière d'amende. C'est surtout ça qui sera intéressant par rapport au secteur bancaire, puisqu'on sait bien que taper au portefeuille, c'est quand même le meilleur moyen de se faire entendre dans une économie de marché, qui prévoit des amendes qui pourraient aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires pour les personnes physiques ou morales
pas morales ou amorales, qui commettraient des crimes contre l'environnement. Et donc, les banques pourraient être, je dis bien pourraient, hein, être sollicitées, interpellées, faire l'objet de recours, comme ceux qu'évoquait Emilia, de la part d'ONG comme Oxfam, Greenpeace, etc., en raison du financement d'opérations qui sont climaticides. Donc, puisqu'il y a une reconnaissance implicite du crime d'écocide dans la directive européenne, dans le compromis qui a été dégagé. Et c'est la première fois, c'est un point important, parce que ça ouvre d'ailleurs la voie à éventuellement une reconnaissance dans le cadre du statut de la Cour pénale internationale. Donc voilà, je donne beaucoup d'informations, mais il y a beaucoup de pistes là qui me viennent. Voilà, je m'arrêterai là. Merci Clémence pour ta patience. Merci Carlos pour ta réponse. Alors moi j'ai une dernière petite question. Alors je vois que quelqu'un lève la main parfois. Il ne faut pas hésiter à mettre plutôt votre question dans l'onglet QR. Moi j'ai dans les questions d'ailleurs on nous demande s'il sera possible de revoir et diffuser le replay. Donc les interventions sont enregistrées. Après on voit avec les intervenants si on le dépose ou pas et si oui on le met sur notre chaîne YouTube. Je vous remettrai les liens dans le chat. Donc, petite question, c'est le dernier jour de la COP28 aujourd'hui, est-ce que les COP ont encore une utilité pour vous? Alors, les COP, donc c'est la 28e conférence des parties de la Convention cadre sur le changement climatique dans 1992. Donc, la première avait eu lieu à Berlin, sous la présidence d'une ministre de l'Environnement qui est devenue célèbre par la suite, Madame Angela Merkel. Donc, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru depuis. Est-ce que les COP servent encore à quelque chose? Le climat ambiant, si je puis dire, à propos des COP est assez pessimiste. J'ai lu moi-même beaucoup d'articles de scientifiques, d'universitaires qui parlent d'un échec annoncé, chronique d'un échec annoncé, en plus le fait que cette COP ait lieu donc dans un pays connu pour son grand amour de la protection du climat et que sont les Émirats arabes unis, avec le président, symboliquement, qui est le président de la COP, qui est lui-même le président de la plus principale compagnie pétrolière, donc émirati, pose question. Euh, les COP sont nécessaires, mais pas suffisantes, je pourrais dire de manière synthétique. Voilà. Elles sont nécessaires parce qu'elles permettent à la société civile de se faire entendre, même si on a vu qu'il y avait des difficultés récemment, d'ailleurs. Elles ont dû vraiment se bagarrer pour pouvoir se faire entendre, même y compris dans les rues. Hein. Elles l'ont fait dans la zone aux nations, accordée, octroyée aux Nations Unies et pas dans le reste de la ville, pas dans le reste de la ville de Dubaï. Mais c'est une caisse de résonance qui permet aussi aux pays en développement de se manifester. Ça permet à la société civile, bien sûr, européenne et de tous les continents de se prononcer, de se faire entendre. Donc, good cop, bad cop, hein, si vous me permettez le jeu de mots. Je ne prends pas beaucoup de risques en pensant que l'accord auquel on va aboutir, d'ailleurs certainement peut-être pas aujourd'hui, on va jouer les prolongations demain, peut-être voire après-demain, ce ne serait pas la première fois d'ailleurs qu'une COP joue les prolongations, ne sera pas satisfaisant, voire peut-être même sera décevant. Mais paradoxalement, ça peut être quand même un sursaut, cette COP, parce que ça permet aussi de créer des liens entre membres de la société civile. Et je voudrais faire ici un petit parallèle. Alors, ce n'est pas directement la COP, mais ça renvoie aussi aux échecs du multilatéralisme. Euh, Quand les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris, lorsque le prédécesseur de Joe Biden, vous savez, le 45e président des États-Unis, donc que j'appellerai numéro 45 pour éviter de prononcer son nom, donc lorsque numéro 45 était à la Maison-Blanche, il avait décidé de retirer les États-Unis de l'accord de Paris et il y avait eu un mouvement aux États-Unis qui s'était auto-intitulé We are still in. Donc, nous sommes encore dedans. Et donc, c'est une action combinée d'ONG, d'États fédérés, de villes, de grandes entreprises, d'universités américaines qui ont une autre force de frappe que les universités françaises, qui ont voulu faire comme si les États-Unis étaient encore dans l'accord de Paris. Donc, ces COP, elles sont nécessaires, elles comportent des avantages, même si leur but premier, qui est d'aboutir à un accord, n'est pas réalisé de manière satisfaisante.
Voilà, j'en terminerai là, mais je pense qu'Emilia a certainement des choses à dire à ce sujet, et éventuellement, d'ailleurs, Gauthier et Garance, mais je pense que, Emilia, tu as des choses à dire sur ce point. Ah oui, moi je te rejoins tout à fait. Je dirais que tout dépend de ce qu'on attend d'une COP. Je pense que vraiment, tu l'as très bien dit, les COP, ça reste quand même important parce que c'est le moment où les États du Sud ont un temps de parole équivalent à celui des États du Nord. Et c'est extrêmement important puisque dans les relations internationales, la plupart du temps, enfin, elles sont quand même marquées par la souveraineté et le rapport de domination, alors que je rappelle qu'à l'ONU, chaque État vaut une voix. Donc, c'est quand même très important. C'est des moments où on peut mettre l'urgence écologique à l'agenda vraiment, parce qu'on en parle tout simplement. Ça passe très souvent sous le tapis. Il y a toujours plus important. Or, si on n'a plus enfin, comment dirais-je, le climat, la biodiversité, parce que derrière le climat, il y a quand même aussi les fondements de la biodiversité, c'est quand même nécessaire pour la vie sur Terre. Enfin, les premières personnes qui vont souffrir, c'est les êtres humains. Donc, on ne peut pas passer notre temps à l'effacer de l'agenda. En fait, on devrait en parler tous les jours, sous différents angles, puisqu'il y a des risques d'hydro. L'environnement, c'est aussi des questions d'énergie. L'environnement, c'est ce qui nous permet de manger. Enfin, c'est vraiment très global. Et je trouve que la meilleure des COP, c'est que ça permet vraiment d'être à l'agenda, d'en parler et à la société civile d'être présente, de mener des actions aussi de sensibilisation auprès du grand public, de rappeler de manière perpétuelle les enjeux des principes de responsabilité commune mais différenciés, des principes de pollueur-payeur, parce que ce qui est vraiment aussi, enfin, ça peut paraître assez paradoxal, mais moi je n'avais pas rassurée, mais je suis assez optimiste dans la mesure où à chaque COP, je me rappelle que les solutions, en fait, on les a. Les idées, on les a, les principes, on les a. La bataille, elle est plutôt dans l'application aujourd'hui. Et c'est l'intérêt pour moi des COP, c'est que ça permet aussi de nous remobiliser, de nous dire qu'en fait, la communauté, la société internationale, ben, en fait, elle se saisit de cette question. Ce serait beaucoup plus inquiétant qu'il n'y ait pas de COP, finalement, qu'il n'y ait que des réunions internationales que pour d'autres sujets, en fait, que pour des accords commerciaux, par exemple. Eh bien, donc voilà, c'est pour un peu contrebalancer le sentiment négatif, mais je serais très intéressée par David Gauthier, surtout lui, parce qu'il y a eu la contre-COP, notamment. Je ne sais pas moi j'ai une propre question, en fait, en tant que panéliste à Gauthier. Vous avez tout à fait le droit, Emilia. Je suis publique Soyez pas, aussi. ne soyez pas gênée. Parce que je pense notamment à la COP alternative qui a eu lieu à Bordeaux, des scientifiques. Donc, je ne sais pas comment est-ce que tu analyses, sous quel angle, d'un point de vue scientifique. Voilà, c'est ma question. Gauthier, Mm. la parole est à toi. Oui, merci beaucoup. Bah, je suis au risque de décevoir, étant politiste mais pas spécialiste de relations internationales. Je pense que mon expertise va être assez limitée sur la COP. Néanmoins, évidemment, ça s'inscrit donc cette contre-COP dans la politisation des scientifiques et dans la manière de se mobiliser, de créer une alternative, de montrer que la COP n'est pas l'unique voie pour proposer des alternatives. Et puis il y a toujours cette, euh, cette préoccupation d'être force de proposition et de pas être forcément proposition de négation. Donc ça, c'est assez important dans le militantisme et donc c'est ce qui est à l'œuvre avec cette contre-COP à Bordeaux. Mais voilà, j'en dis pas plus parce que je suis pas beaucoup plus spécialiste que ça sur la COP et les relations internationales. Mais néanmoins, je suis ça de près, effectivement. Merci beaucoup, Gauthier. Est-ce que vous, Garance, de votre côté, vous souhaitez rajouter quelque chose sur la COP, une utilité ou pas, ou tout a été dit selon vous? Ouais, moi je rejoins pas mal ce qu'ont dit Carlos et Emilia. C'est vrai que, bon, à mon sens, les COP sont aujourd'hui encore pas assez ambitieuses, hein. Il y a clairement pas assez de, de conclusions qui ressortent de ces COP. Néanmoins, c'est toujours tout est bon à prendre, à mon sens. Et puis c'est aussi l'occasion en fait de mettre un peu ce sujet extrêmement important au centre des discussions. Enfin, moi, je sais pas si c'est parce que c'est mon métier, mais j'en entends parler de tous les côtés de la COP 28. Et je pense que c'est aussi une des seules occasions lors de laquelle les médias mettent vraiment ce sujet du climat un peu au centre de leur communication. Et c'est rare, ça devrait être tout le temps le cas, mais malheureusement, ça l'est pas. Donc c'est aussi un moment
pour tout simplement rappeler à la population et au monde qu'il y a un vrai sujet autour de ça. Et c'est vraiment l'occasion de communiquer dessus. Donc, c'est aussi un point positif qui est toujours bon à prendre, à mon sens. Donc, toujours pas assez ambitieuse, mais on continue d'espérer que de COP en COP, ça ira de mieux en mieux et qu'on aura de plus en plus de conclusions positives qui vont en ressortir. Merci beaucoup. Bah, je vous propose, vu l'heure, que ça soit le mot de la fin. Donc, suite à plusieurs questions nous ont été posées, oui, les webinaires sont disponibles sur notre chaîne YouTube, les précédents. Donc, je vous ai mis le lien sur le chat. Donc, et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour être au courant des prochaines thématiques. Nous essayons d'organiser un webinaire par mois. Donc, nous avons LinkedIn et Twitter. C'était l'instant promo de la part du département. Donc, après cela, je vais dire un grand merci aux différents intervenants. C'était un plaisir de vous écouter sur cette thématique très intéressante. Donc, merci à vous d'avoir participé, d'avoir pris le temps de vous connecter et de partager avec nous vos expériences et vos retours. Et donc, je vais conclure pour vous dire que le prochain webinaire aura lieu le 15 janvier 2024 sur le thème de la guerre nucléaire. On change un peu de sujet. Et les intervenants seront Julien Ancelin, qui est maître de conférence en droit public à l'Université Côte d'Azur, le colonel Amaury Colcombé, officier de l'armée de l'air et qui est également doctorant à l'IRM au même labo que Gauthier, Héloïse Fayet, qui est chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, Institut français des relations internationales, et Adrien Chu, maître de conférence, toujours au même labo que Gauthier. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn et Twitter, on va l'annoncer très prochainement. Et encore un grand merci aux intervenants de ce soir. Donc, je vais les reciter parce que bon, c'était un plaisir de les accueillir. Donc, Emilia Ngoani, Gauthier Simon, Carlos Manuel Alves et Garance Laurent. Donc, Garance Laurent, pardon, il fallait que je me trompe pour terminer. Donc, merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt, j'espère, pour des prochains webinaires citoyens. Merci, au revoir.